Merci beaucoup, Chérif Diop, un artiste engagé. Il est également l'un des précurseurs du mouvement hip-hop au Sénégal. Je veux bien nommer DJ Awadi. Bonsoir et merci d'être là. Merci. On va d'abord commencer par l'arrestation musclée de quelques membres de Yanama qui ont initié un combat depuis quelques jours pour contraindre Orange à revoir ses tarifs à la baisse. Aujourd'hui, ils sont, ou en tout cas actuellement, ils sont toujours au commissariat de Dieuppeul. Comment appréciez-vous cette situation? Je n'ai pas vraiment suivi, mais j'ai vu quelques images sur le net. Je sais qu'ils étaient allés déposer une lettre, donc je ne comprends pas pour quelqu'un qui va déposer une lettre, pourquoi on l'arrête. À un moment, ça n'a pas de sens. Tu vois, il faudrait que tout le monde puisse s'exprimer et montrer quand on est d'accord et montrer quand on n'est pas d'accord. Moi, je suis pour la liberté d'expression totale. Donc, je ne comprends pas. Hein, je comprends pas. À moins qu'ils aient fait autre chose, mais je ne pense pas qu'ils aient fait autre chose. Les images que j'ai vues sont assez explicites. Une lettre de protestation. Hein? Une lettre de protestation, c'est ce qu'ils disaient. Oui, une lettre de protestation, même d'indignation, ça, c'est pas un problème. Mais ils ont le droit de s'exprimer. Fondamentalement, ils ont le droit de s'exprimer et d'exprimer leurs sentiments. Ils ne sont pas d'accord avec les prix appliqués par cette société, donc ils ont le droit de le dire. Et on a le devoir de les écouter. Est-ce qu'ils doivent toujours être au niveau du commissariat de Dieuppeul si c'est que ça? Non, en fait, je ne peux pas faire des projections sur les si. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi plus que ça. Donc, je peux difficilement dire ce qui se passe au commissariat. D'accord. Et j'en viens à la lettre ouverte des acteurs de la musique qui a été adressée au chef de l'État pour faire un certain nombre de propositions pour aider les artistes, ou en tout cas les professionnels des arts, à sortir de cette situation qu'ils vivent, notamment liée à la pandémie du coronavirus. Je m'arrête déjà à la forme avant d'en venir au fond. Pourquoi une lettre ouverte? Et le ministre de tutelle dans tout cela? Le ministre de tutelle, s'il n'arrive pas à régler notre problème, on tape plus haut, parce que le ministre de tutelle ne fait qu'appliquer une politique dictée par plus haut. Donc, si on peut parler à Dieu, pourquoi s'arrêter au prophète? Donc, une lettre, parce que les gens ne comprennent pas qu'aujourd'hui, cette lettre, c'est un appel à retrouver une dignité chez l'artiste. Pendant que le pays est en état d'urgence, les artistes sont confinés. Je m'explique. Depuis 6 mois, les artistes ne travaillent pas. Quand je dis les artistes, c'est les managers, c'est les techniciens, c'est les réceptacles de spectacles vivants, c'est tout un écosystème. Cet écosystème génère en 3 mois, avec les chiffres du BSDA et les projections, 6 milliards. Vous faites une projection sur un an, c'est 24 milliards. C'est une économie. C'est des gens qui ne vivent pas, c'est des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas payer leur loyer. On leur dit, vous n'avez pas le droit de travailler. Les gens de GFM ont le droit de travailler. Les gens du ministère ont le droit de travailler. Vous êtes artiste, vous allez amener le coronavirus. C'est insultant. Comment on vit? Il ne faut pas regarder certaines exceptions pour en faire une règle. Mais comment vivez-vous, justement? Qui, moi, personnellement? Je parle de manière générale. En règle générale, les gens ne vivent pas tout simplement. Les gens ont les huissiers, les gens ont les propriétaires des maisons qui veulent les mettre dehors. Et il y a déjà eu plein de cas, des gens qui sont mis dehors, des gens qui louaient parce qu'ils avaient une petite entreprise, un petit endroit, qu'on est en train de mettre dehors. C'est des gens, c'est des soutiens de famille. Alors, donc c'est un appel à la restauration d'une dignité, tout simplement. Ce n'est pas quémander. Attention. Alors, parce que nous disons que si jamais... Aujourd'hui, rien qu'on applique excuse-moi, il y a plein de mécanismes qui peuvent faire qu'on pourrait justement faire notre travail tout simplement, comme n'importe quel citoyen, et justement, mais aussi être protégé. Nous ne faisons pas un appel au désordre. On ne va pas dire aux gens, oui, venez, on va faire des méga spectacles, on va dire aux gens de se mélanger et de contaminer le monde. Non, on dit, nous voulons travailler en respectant les règles. Alors, moi je voulais revenir un peu sur
l'évolution ou le fonctionnement de nos artistes de façon globale. Aujourd'hui, il y a un solide alibi qui est lié justement à cette pandémie, mais même dans la vie normale des choses, les artistes ont ces complaintes, elles sont récurrentes. C'est une prise en charge médicale qui fait défaut, c'est des locations qui n'arrivent pas à temps, c'est la protection sociale, alors, la sécurité sociale, comme n'importe quel travailleur. Est-ce que cela peut être assujetti justement à cette pandémie, puisque c'est une situation récurrente également? Non, ce que nous demandons, c'est la sécurité sociale. Aujourd'hui, on a le statut de l'artiste qui a été, voilà, c'est acté. Donc c'est acté. Donc maintenant, l'artiste, il faut comprendre que c'est un travailleur. Un travailleur, c'est sécurité sociale et tout ce qui va avec le travailleur. Exactement comme le travailleur, comme le journaliste, c'est un travailleur. Et il génère aussi de la fiscalité. Donc c'est pas, il ne faut pas voir l'artiste juste l'aspect folklorique de l'artiste. Et souvent c'est des entrepreneurs. Je prends par exemple votre patron. Je pense qu'en termes d'entrepreneur, on ne peut pas trouver mieux. Donc c'est tout ça l'artiste. Mais ce monsieur, si on ne lui redonne pas sa dignité, si on le met au banc de la société en lui disant non, toi tu es un artiste, c'est toi qui vas amener le corona. C'est scandaleux. En même temps, on autorise des manifestations publiques. L'autre, il va se dire comment? On autorise les autres à aller au travail. Et les artistes, on dit non, toi tu ne vas pas travailler parce que tu vas nous partager ton corona. Alors que c'est le même qui a été le seul presque à défendre et à faire des messages de sensibilisation. Ce que nous disons, c'est que nous sommes un secteur qui génère, nous générons de l'économie. Il y a une enveloppe qui a été décaissée par le chef de l'État. L'aide à la culture dans le cadre juste pour le spectacle vivant, juste pour le spectacle vivant, nous pouvons générer 24 milliards. Vous donnez 3 milliards 200 millions à toute cette population. Quand on dit artiste, ne voyez pas les chanteurs seulement. Vous y a les peintres, les danseurs, le nombre d'artistes, c'est alors, moi j'ai envie de vous poser une question. Parce qu'on a la chance parfois d'aller dans certains pays ou de côtoyer certains artistes qui ne sont pas des Sénégalais. Vous avez beaucoup voyagé, vous avez tâté le pouls du monde en termes de spectacles et de prestations. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui se départir de ce modèle d'art au Sénégal? Je m'explique. Ailleurs, on entend rarement l'État, le ministre. Dans les autres pays, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça ou vous avez fait la remarque, on ne convoque pas très souvent l'État ou le ministre ou l'autorité. Ce sont les entreprises. C'est comme le sport qui a fait appel à des gens qui n'ont jamais touché au ballon de foot, au ballon de tennis, mais des gens qui sont des acteurs de développement qui tiennent en main le sport et qui le développent. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui que nos artistes s'ouvrent et qu'ils soient encadrés par des professionnels pour rentabiliser un peu l'activité? Oui, moi je suis pour l'entrepreneuriat, j'ai toujours été pour l'entrepreneuriat, mais nous sommes dans un pays où nous sommes dans un système hérité du système francophone. Il n'est pas bon, est-ce qu'il ne faut pas s'en départir? Moi personnellement, j'ai dit que je suis de culture anglo-saxonne. Voilà, moi je suis très pragmatique. Le système francophone, c'est le ministère avec beaucoup tous les blabla. L'État, le donnez-nous, le donnez-vous, le tendez la main. Moi, je ne suis pas dans ça. Je suis très pragmatique. Je suis de culture anglo-saxonne sur ce. Je m'exprime en français. C'est mon. Je veux dire, c'est notre capture, c'est notre. Comment on dit? Outil de travail. Non. C'est ce qu'on a de. Quand tu vas à la guerre, ton butin de guerre. Voilà, le français, c'est mon butin de guerre. Mais je suis du pragmatisme anglo-saxon. Donc, c'est vrai, mais aussi nous avons des acquis. On ne va pas cracher dessus. Quand tu as un acquis, tu essaies d'en avoir un autre. Mais maintenant, il faudrait qu'on apprenne aux gens à être des entrepreneurs et de ne pas être des quémandeurs. Mais pour ça, il faut que toutes les infrastructures soient mises en place pour que l'artiste ne plus attendre la main. Par exemple, la copie privée, c'est-à-dire toutes les voitures qui rentreraient au Sénégal. Et tout ça est déjà acté. Il suffit de mettre en œuvre. La douane va prendre sur tous les CD, sur tous les téléphones, sur toutes les voitures, sur tous les supports digitaux, une taxe sur la copie privée qu'elle va reverser au bureau des droits d'auteur, qui le reverserait aux artistes. Déjà là, c'est une façon de faire rentrer de l'argent et ça va faire de telle sorte qu'on n'aura plus besoin de rester là à quémander sur des plateaux. Mais qu'est-ce qu'on attend pour la mise en œuvre? On va faire le statut de l'artiste. On fait un statut de l'artiste. Mais il faut d'abord qu'il ait un boulot.
Et là, on est au chômage, on ne sait pas jusqu'où. Est-ce que ce n'est pas le combat des artistes eux-mêmes qui doivent porter ce combat et ne pas se limiter à la théorie Non, voilà pourquoi je suis là. Et voilà pourquoi l'AMS et beaucoup d'autres associations sont sur le terrain en train de se battre. Nous avons des acquis. Moi, ce qui me préoccupe un peu, c'est que c'est la rengaine. On est dans la répétition. Vos anciens ont dit la même chose. Oui, mais vous avez fait votre temps. Et demain également, il est possible que vos petits frères disent la même chose également. Mais autrement, il y a eu des avancées. Il n'y a pas de changement. Si. On a eu aujourd'hui, on a une loi sur les droits d'auteur et les droits voisins. On n'avait pas ça. On a la copie privée. On n'avait pas ça. Il y a eu des gens, et je les salue. C'est Aziz Dieng, c'est Daniel Gomez, c'est Ngoné Ndour, et beaucoup d'autres, qui se sont battus pour qu'on en arrive là. Et vous avez donc cette génération... un paramètre extrêmement important. Nous sommes dans le monde du digital. Aujourd'hui, les données ont changé. Les paradigmes doivent également changer par rapport à l'avenir. Les paradigmes changent. Le digital, pour nous, c'est une bénédiction et une malédiction. Est-ce que ce n'est pas plus une malédiction qu'une bénédiction? Écoute, c'est les deux. Mais aujourd'hui, si on n'a pas un parc digital fort, on ne profite pas de la manne digitale. Et c'est ce qui arrive au Sénégal. Nous ne profitons pas encore assez. Mais on espère que ça va venir. Alors, je reviens à la lettre. Est-ce que vous avez eu un écho venant des autorités après sa publication? Non, la lettre, le but de la lettre, c'est d'avoir un rendez-vous avec le président pour qu'il comprenne les enjeux économiques. Et nous avons des chiffres. On ne vous écoute pas suffisamment? Il nous écoute. Il nous écoute. On a eu des avancées. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait, que l'État soit sensible à la cause du monde artistique. Il y a une enveloppe, on ne crache pas dessus, on dit bravo, mais on dit, si vous mettez ça à l'échelle, c'est presque rien. Donc ce que l'on veut, c'est qu'on va lui montrer des chiffres, nous savons qu'il est pragmatique, on va lui montrer des chiffres, on aimerait qu'il soit avec son ministre, et aussi les secteurs de l'économie et des pays. C'est le ministre de la Culture et de la Communication. Pourquoi le contourner et en venir au chef de l'État? Est-ce que vous on n'est pas dans cette démarche. Non, on n'est pas dans cette démarche. Le ministre est avec nous. Le ministre a été sensible et le ministre a fait avancer beaucoup de choses. Oui. Mais nous savons que le ministre, à un moment, le président lui dira, écoute, je te mets 3 milliards, je ne peux pas te mettre 1 milliard de plus. Et nous, on va lui dire, mais vos 3 milliards, bravo, merci, super. Mais vous avez vu la masse? Ça ne représente rien. Je vous dis, en 3 mois, nous générons seulement pour le spectacle vivant, seulement 6 milliards. Alors, moi je voudrais qu'on donc quand tu veux, pour... Didier, sur la qualité même du spectacle, il va falloir faire une petite introspection. Est-ce que la qualité du spectacle peut générer autant d'argent? Oui. Musicalement parlant, je parle des performances de nos artistes également. Puisque tout quand il y a sur 10 artistes, par exemple... Si tu parles de l'esthétique, c'est subjectif. Tu es d'accord avec moi? Non, ce n'est pas subjectif. Moi, je parle des constats. Je dis la valeur du spectacle, le talent même. Je vais en venir. Le talent même de nos artistes. Parce que quand vous prenez sur un nombre de 10 artistes, peut-être les 2 sont capables de remplir, par exemple, de faire 2000 personnes. Oui, peut-être. Est-ce qu'il est possible d'accompagner ces artistes? Mais c'est justement pour ça qu'il faudrait les accompagner. Même dans la médiocrité, il faut tirer tout le monde. Moi, je n'ai jamais dit que c'était de la médiocrité. Non, moi, je pose ça, c'est ton ressenti. Mais je n'oserais pas aller jusque-là. Ce que je dis, c'est que ces artistes, justement, si on veut arriver au niveau de la Guinée-Conakry, où chaque spectacle, c'est 30 000, 40 000 spectateurs, en moyenne, ils font ça au palais. De la culture. Ça, c'est le showbiz. Ça devient du showbiz. Mais évidemment. Et ici, ce n'est pas le cas. C'est 2000 personnes maximum parfois dans les salles. Oui, il y a des exceptions, quelques artistes, les grands. Oui, on a connu ça. On est dans une crise. Aujourd'hui, ce que nous appelons, et quand nous allons voir le président, on ne va pas venir seulement pour des complaintes, on va lui présenter un plan de relance de la culture et du tourisme. Et parce que nous pensons qu'il y a un maillage à faire entre... Didier, c'est quoi ce plan justement? Non, si on te le dit, pourquoi aller... Au moins les grandes lignes, pour qu'on comprenne enfin qu'il y a une offre. Nous laissons l'exclusivité et la primeur au chef de l'État, cher ami. Alors, je vais sortir, Sophie, si tu le permets. Excusez-moi. Ok, il n'y a pas de souci. Mais en numéro 2, on viendra ici. De la musique et en venir dans la suite.
sous-région. On a vu que dernièrement, le président Alassane Ouattara et également son homologue de la Guinée, Alpha Condé, ont l'intention de briguer un troisième mandat. On a vu les réactions que cela a suscité de part et d'autre. Et aujourd'hui, on a même vu un communiqué du Front National pour la défense de la Constitution. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, cette situation vous interpelle et que quelque part au Sénégal, on agite l'éventualité d'un troisième mandat également pour le président Macky Sall? Eh bien, tu as tout résumé. Tu as tout résumé. Ça nous préoccupe. Parce que si là-bas ça arrive, pourquoi ça n'arriverait pas chez nous? Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas que ça arrive à Conakry. Et on va se battre. Et on va user de notre droit d'ingérence. Ça, je l'ai dit. C'est quoi le droit d'ingérence? Mon droit d'ingérence et mon devoir d'ingérence, c'est de dire qu'en Afrique de l'Ouest, là, il n'y aura plus d'histoire de troisième mandat. C'est une insulte à l'intelligence de nos peuples. Et cette CEDEAO qui se dit la CEDEAO de je ne sais pas quoi, elle doit justement être là pour dire plus jamais ça. Ils ont pu mobiliser des armées pour faire bouger Yaya Jammeh. On attend qu'ils aient la même promptitude à régler le problème en Guinée-Conakry et en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on nous parle d'exception et qu'on joue avec les textes. Il y a d'abord un problème moral. Tu as fait 2 mandats, ne joue pas avec les textes. Parce que ça ne va faire que créer du sang. En Guinée, ça a déjà démarré. En Côte d'Ivoire, ça a déjà démarré. Est-ce qu'on va être spectateur? Je pense qu'en se taisant, on est complice et on est coupable d'un silence criminel. Tous ceux qui vont se dire non, ce n'est pas notre problème, sont coupables de crimes. Alors, parce qu'il y aura du sang et on le sait, et ça a démarré. Est-ce qu'il n'y a pas également un peu de laxisme? Quand je prends le cas de la Guinée, le processus a été enclenché depuis fort longtemps. Il y a eu un silence à la limite parfait. Non, en Guinée, il n'y a pas de silence, mais il y a une violence. Ce que j'appelle le silence, c'est qu'il n'y a pas eu de contrepoids pour contraindre le président à reculer. Il y a eu des contrepoids, on a vu le mouvement Amoulanfé, pas suffisamment. Ils ont fait plus de plateaux de com que d'action. Non, il y a eu d'énormes marches. Je parle du peuple de la Guinée de façon globale. Oui, il y a eu d'énormes marches, mais réprimées dans le sang. Est-ce qu'il faut toujours attendre les institutions de la CEDEAO qui vaut ce qu'elle vaut, qui fait ce qu'elle fait, que tout le monde connaît? Est-ce qu'il faut continuer à attendre que la CEDEAO sévisse pour agir un peu? Non. Je pense que chacun d'entre nous, on doit écrire notre histoire nous-mêmes. C'est pour ça que nous, en tant que citoyens de la CEDEAO, nous prenons nos responsabilités. Chacun, à titre individuel, et aussi dans un cadre collectif, nous devons prendre nos responsabilités. C'est soit on va rester là à en parler, soit nous essayons d'agir d'une manière ou d'une autre. Mais il faut que chacun, à son niveau personnel, commence à agir. Et c'est vrai, en Guinée, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas sortir, ce n'est pas qu'ils ne se bougent pas, mais chaque fois qu'ils sont sortis, ça a été des morts dans les rues de Conakry. Artistiquement, qu'est-ce qu'il va falloir faire artistiquement par rapport à ce problème de la Guinée, par exemple, artistiquement? La Guinée, nous, en tout cas à titre personnel, depuis l'entre-deux tours entre Selou et le professeur Alpha Condé, nous avions déjà commencé des initiatives il n'y a pas très longtemps avec mon frère Tikenja. On a sorti un nouveau morceau qui s'appelle Amoulanfé, que vous pouvez voir justement pour dire non au troisième mandat actuel. Donc nous, au niveau artistique, voilà ce que nous pouvons faire. Nous pouvons faire du plaidoyer. Nous pouvons faire tout pour qu'il y ait une transition pacifique. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que les échos sont favorables par rapport à la Guinée, je veux dire? Oui, on a d'excellents retours. Mais moi, je suis très conscient que ce n'est pas avec une chanson qu'on va changer le cours de l'histoire. Ce n'est pas avec une chanson. Mais si chacun d'entre nous, nous ne pouvons faire que sensibiliser. Tu vois? Et on doit savoir avoir l'humilité de dire je ne suis qu'un ressortissant d'un pays voisin qui aime tellement la Guinée parce que j'y ai des amis, j'y ai une famille. En Côte d'Ivoire, j'y ai des amis, j'y ai une famille. Je n'ai pas envie que le sang coule. Voilà pourquoi on dit non au troisième mandat, parce qu'aujourd'hui, dans ces deux pays, on entend des bruits de bottes. Mais quand le président Ouattara fait dans la menace en disant « gare à ceux qui vont sortir, ils me trouveront sur le route ». Mais il est constant, c'est un monsieur extrêmement violent.
Si quelqu'un qui a pu financer une rébellion pendant 10 ans, c'est lui qui a pu financer une rébellion pendant 10 ans et gérer avec une rébellion. Si ce gars te fait des menaces, tu as intérêt à les prendre au sérieux. Ce monsieur est extrêmement violent. Donc il n'y a pas de raison qu'ils ne mettent pas ces menaces à exécution. Voilà pourquoi j'appelle ses pairs à le raisonner. La CEDEAO S'en fout de la CEDEAO. J'appelle ses pairs qui sont bien élus à lui dire il faut partir. Mais lui, il n'est pas mal élu. Hein? Il n'a pas été mal élu. C'est un autre débat. Je pense qu'il a été très mal élu. Mais c'est un autre débat. Sinon, il faudrait refaire toute l'histoire de Côte d'Ivoire. Mais ce n'est que mon On peut pas être d'accord avec Ouattara. Moi, je suis contre son troisième mandat, mais la légitimité de son second mandat reste avérée quand même. Non, tu parles de second mandat. Moi, je parle de son... Celui qu'il est en train de terminer. Je parle même... Moi, je vais beaucoup plus loin. Mais bon, c'est un très long débat. Je n'ai pas envie de rentrer dans ça. On ne va pas finir. Parce qu'on ne sera peut-être pas d'accord. Mais bon, il est là. Il est là. Et il pourrait partir et épargner la Côte d'Ivoire. Et justement montrer... Parce que la Côte d'Ivoire est un moteur en Afrique de l'Ouest. Est un moteur. Moi j'adore ce pays, vous ne pouvez pas savoir. Donc, je n'ai pas envie de le voir se déchirer. Aujourd'hui, on a vu dans beaucoup de villes, Bonois, Divo, il y a déjà ça commence à bouger. Et ça bougera. Hein? Et ça bougera, voilà. On entend les bruits de bottes. Ouais. Est-ce qu'on va rester silencieux? Un dernier mot sur le Mali. Le Mali, bon, écoute, moi, tu sais tout ça pour moi. C'est comme... c'est comme une maladie, c'est comme le coronavirus. Tu vois, le Mali a été atteint. Maintenant, il y a les cas... mais le président qui a été obligé de démissionner était en train de dérouler son second mandat. Il ne gérait plus rien, c'est ça qui est la vérité. Il était dans la légalité. Il était dans la légalité. Mais tu sais, il jouissait du pouvoir sans l'exercer. Il n'exerçait plus rien du tout. La preuve, on vient le prendre chez lui pour le déposer. Tu vois, tu vois, le pouvoir, c'est pas seulement en jeu, il faut l'exercer. Et il n'exerçait plus. Voilà pourquoi les militaires ont pris leurs responsabilités. Comme les citoyens de Guinée, comme les citoyens de Côte d'Ivoire. Oui. Et comme si jamais, par extraordinaire, ça arrivait chez nous, nous devrons prendre notre Si vous insistez, est-ce que vous risquez de ne pas être reçu par le président si vous parlez du troisième mandat? Mais non, je pense qu'il est démocrate. Ah bon? Oui, non. Est-ce que j'ai dit qu'il va le faire? J'ai dit que j'espère qu'il ne va pas le faire. Quand vous faites allusion au Sénégal, vous risquez de ne pas être reçu. Hein? C'est pas donc vous voulez dire que notre président est un dictateur? Ah non, ça, c'est vous l'avez dit. C'est des suppositions. Non, hein? Vous l'avez dit. Merci beaucoup, Didier Awadi. Merci, j'ai pris beaucoup de plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci également à Papis Diao et à vous qui nous suivez de partout. Demain, Inch'Allah, à la même heure, retrouvez-nous sur notre antenne. Papis, j'aurais aimé avoir un mot de Didier Awadi avant qu'on se quitte sur l'anniversaire du groupe Futurs Médias. Aujourd'hui, 17 ans du groupe, mais 10 ans de la TFM. Vous avez eu à cheminer avec le groupe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ce groupe, c'est une fierté pour chaque artiste, en fait. Parce qu'on a vu quelqu'un qui n'a pas fait de grandes études, qui a pris son micro, qui a chanté, et qui aujourd'hui a le groupe numéro 1 de presse au Sénégal. Donc c'est une fierté pour chaque artiste. Donc 17 ans, je vous félicite vous tous parce que peut-être que lui, il a mis son argent, mais c'est ceux qui animent cet outil magnifique, c'est vous. Donc félicitations à vous, joyeux anniversaire et joyeux anniversaire aussi à celui qui a pu penser et à celui qui a su investir et donner de l'emploi à des centaines de Sénégalais. Donc je ne fais que féliciter et vous avez toutes nos bénédictions. Merci beaucoup. Et surtout, joyeux anniversaire aux hommes de l'ombre parce qu'ils font le plus grand du travail. Merci à vous.